Bernard-Henri Lévy, bonjour Bonjour. et bienvenue. On va vous retrouver ce matin et lundi autour de votre livre Solitude d'Israël qui vient de paraître chez Grasset et qui est un livre, comment dirais-je, qui est un livre perturbant. Parce que vous y témoignez non seulement de ce que vous avez vu, des analyses que vous en ressortez, mais aussi d'un pessimisme, si j'ose dire, en tout cas d'une grande peur, d'une grande angoisse. Vous dites, le 7 octobre, c'était un mal absolu, un mal pur, jamais depuis la Shoah, des Juifs avaient été massacrés ainsi. Et vous ajoutez cette phrase mystérieuse dans Actualité juive, l'actualité juive auquel vous avez donné une grande interview. C'est un mal pour rien. Qu'entendez-vous par là ? Un mal pour rien, ça veut dire un mal qui n'est dicté par aucun objectif politique, aucune considération de revanche, aucune humiliation antérieure. Enfin, un mal pour le plaisir de faire le mal. Ça s'appelle le sadisme, ça s'appelle la cruauté absolue, et ça s'appelle pour un philosophe le mal radical. Est-ce qu'il n'y avait pas un objectif, et notamment avec les images que les terroristes ont diffusées, c'est d'éveiller des vocations partout sur la planète pour que d'autres pogroms surgissent ? Oui, alors en effet, c'était un mal donc animé, comme je le dis à Alexis Lacroix dans l'entretien, animé par la passion de soi-même et évidemment par le désir de la multiplier, par le désir de faire exemple. Exact. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on était là à l'extrême du terrorisme, à l'extrême, c'est-à-dire que il y a des actes terroristes qui sont toujours injustifiables, mais enfin où on se dit j'ai un agenda politique, je veux libérer une terre, je veux combattre pour telle ou telle cause. Là, c'était même pas le cas. Les hommes qui ont commis ce pogrom étaient muets. Et n'était animé par aucune autre intention que de violer ces femmes, que de brûler ces corps et que d'organiser cette battue. Voilà. Est-ce qu'il y a derrière cela la recherche d'un antisémitisme renouvelé, chimiquement pur, comme vous le dites ? Je ne suis pas sûr que les décérébrés qui ont accompli ces actes, encore une fois, rechercher quoi que ce soit. Il y avait une jouissance de tuer, il y avait une jouissance de faire le mal et de l'exhiber, de le montrer. L'une des choses les plus troublantes pour une conscience juive, mais d'une manière générale pour une conscience civilisée, dans cette affaire, c'était la manière dont ils ont porté haut leur trophée. Puisque ces crimes étaient filmés par eux-mêmes. Il y a eu des caméras de surveillance, le beau film d'Arthur, mais il y a eu leurs images à eux. Donc à des fins de diffusion. À des fins de diffusion. C'est la première fois dans l'histoire qu'un antisémite ne veut pas cacher son crime. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'une des singularités, c'est ça. C'est qu'ils n'en avaient pas honte, qu'ils en étaient fiers, et que, en effet, à l'opposé de ce que faisaient les hitlériens, qui cachaient leurs crimes, qui en effaçaient les traces, qui prenaient garde à ne surtout pas laisser le moindre ordre écrit. Vous savez tout ça, conférence de Wannsee et autres. Là, il y a eu la volonté de diffuser, de montrer, de faire circuler, de se glorifier en temps réel de ces actes immondes. Voilà. Et ça fait partie des nouveautés de l'événement. Vous dites, page 28, c'est un événement qui a une postérité, qui est du monde qui vient. C'est cela qui vous rend angoissé, voire pessimiste ? Angoissé, oui. Pessimiste, non. Parce que je ne suis pas un tempérament pessimiste et je pense qu'Israël gagnera cette guerre et que la bataille contre la vague antisémite mondiale, elle peut être gagnée aussi. Mais oui, ce qui m'angoisse, c'est ça. C'est que le Hamas, en effet, quand je dis le monde qui vient, d'ailleurs, c'est une expression qui pourrait avoir un tout autre sens, mais là, je veux dire la géopolitique à venir. Le Hamas fait partie d'une alliance. Le Hamas, c'est pas le Hamas. Le Hamas, c'est l'Iran, c'est la Russie, c'est les califats sunnites, islamistes, radicaux, c'est peut-être même la Chine en back-office. Le Hamas, c'est un Lilliput adossé à des géants.
Voilà. Et donc, cet événement du 7 octobre a été peut-être, ce qu'à Dieu ne plaise, mais c'est possible, les 3 coups, comme au théâtre, de quelque chose qui ne sera pas du théâtre, qui sera une dramaturgie tragique. Vous disiez dans Actualité juive, comme nous avons éradiqué Al-Qaïda et Daesh, il faut maintenant éradiquer Hamas. Et depuis, il y a eu le 22 mars, il y a eu Moscou, et Daesh est encore actif. C'est une bataille sans fin que nous devons mener. Elle est sans fin, certainement, mais sans fin, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas la mener. C'est comme l'antisémitisme, c'est une bataille sans fin. Mais enfin, on peut gagner des batailles, on peut faire du containment, on peut empêcher le mal, la bête de progresser. C'est ça l'objectif. Moi, je suis toujours en effet dubitatif quand j'entends dire qu'on va éradiquer, par exemple, l'antisémitisme. On ne va pas l'éradiquer. On va le contenir. Mais on peut le contenir. L'islamisme radical, Daesh, Al-Qaïda, Hamas, et c'est la même chose, c'est la même bataille. On ne va pas les éradiquer, il restera toujours, mais on peut en revanche les vaincre militairement, leur retirer leur base, comme on l'a fait à Mossoul, à Raqqa ou en Afghanistan en 2001, et par conséquent réduire très fortement leur capacité de nuisance. C'est le devoir des démocraties. C'est pourquoi je dis dans le livre, Solitude d'Israël, que le devoir des démocraties, le devoir du monde occidental, le devoir des États-Unis et de la France, c'est de se tenir aux côtés d'Israël. C'est pas un cadeau qu'on fait à Israël. C'est pas une espèce d'acte de bienveillance. C'est notre sécurité. Évidemment. On va revenir sur l'attitude de l'Occident. Un dernier mot sur le Hamas. Vous le dites, page 147. Ils savaient qu'il y aurait une riposte militaire. En tuant des enfants, tu seras renvoyé dans le scandale du monde. Voilà. C'est cela le piège qu'a tendu le Hamas et dans lequel peut-être Israël est obligé de tomber. C'est exactement le piège qu'a tendu le Hamas. C'est exactement la stratégie du Hamas. Le Hamas, il veut 2 choses. Tuer le maximum de Juifs et que soit tué le maximum de Palestiniens. C'est le double objectif stratégique du Hamas. Plus il y aura de morts palestiniens, plus il y aura de morts civils et d'enfants palestiniens morts, plus le Hamas pavoisera. Et c'est le piège dans lequel Israël tente de ne pas tomber, précisément. Tente de ne pas tomber. Quand on voit, si on est un tout petit peu honnête, les mesures prises par l'armée israélienne, les précautions prises, le fameux code de procédure que vous détaillez. Le code de procédure, les routes d'évacuation, les cessez-le-feu provisoires de quelques heures permettant aux civils de se mettre à l'abri, on voit bien que c'est justement à ça que son Israël ne pas tomber dans le piège. Mais néanmoins, tous ces efforts-là sont balayés par l'image d'un enfant tué ou d'un immeuble effondré sur ses habitants. Ils sont balayés auprès des gens qui ne réfléchissent pas ou auprès des gens qui prennent pour argent comptant les éléments de langage, c'est-à-dire les images du Hamas. Voilà. Si on réfléchit un peu, on sait... Alors, je vais vous dire une chose qui est d'une certaine manière inaudible, bien sûr, et difficile à dire. Mais enfin, ceux qui connaissent les guerres, moi je les connais, mais je ne suis pas un expert militaire, savent que dans les guerres urbaines de cette nature-là, il y a toujours des choses atroces, et notamment des morts civiles. Eh bien, le ratio, comme disent les experts, mot terrible, mais ils l'emploient, le ratio entre morts civiles et morts militaires n'a jamais été aussi bas que dans cette guerre de Gaza. Dans des guerres, en effet, en zone urbaine, avec des combattants cachés derrière les civils. Alors venons-en aux complaisances ou aux complicités du côté de l'Occident. Est-ce que Israël n'a pas commis une erreur? C'est qu'elle a trop retenu les images terribles du 7 octobre, alors que dans cette bataille de l'horreur, des images de l'horreur, inonder la planète avec ce qui s'est passé le 7 octobre, ça aurait peut-être obligé les démocraties à être à côté d'Israël. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas se refaire et qu'il y a une pudeur juive. Le consensus de la discrétion, dites-vous. Oui, et le consensus de la pudeur et le consensus du deuil. C'est vrai que un juif, mais c'est vrai d'un civilisé en général ne fait pas commerce de ses morts. Il ne les exhibe pas. Il y a là une sorte de devoir de discrétion. Alors peut-être que
Israël aurait été mieux inspiré de faire ce que vous dites, mais ce n'est pas son esprit. Voilà, ce n'est pas l'esprit, le génie d'Israël, le génie du judaïsme. Il est dans cette pudeur. Dans cette pudeur et dans cette peur de ce type d'image-là. L'Occident, les démocraties occidentales traversent un moment munichois, écrivez-vous. Un moment seulement? Ou c'est notre nature qui ressurgit? Munich, c'est une pente de l'esprit en Europe et peut-être maintenant aux États-Unis. C'est une pente de l'esprit avec, sur cette pente-là, des points de butée, donc des moments, oui. Et aujourd'hui, dans cet effroi qui nous saisit, bien sûr devant le 7 octobre, mais maintenant devant la riposte israélienne, il y a quelque chose de cet esprit de Munich. Ne pas aller trop loin, l'esprit du compromis, s'entendre avec le Hamas, parce que vous savez, quand les gens font la leçon à Israël et prétendent exiger de lui un cessez-le-feu durable. C'est le début des négociations. Oui, négociation, pas seulement négociation, c'est le début d'un compromis avec le Hamas qui le hissera sur le pavois, qui en fera le grand vainqueur de cette guerre. Imaginez une seconde, les 3 ou 4 bataillons restants à Rafah, épargnés par cette guerre, sortant victorieux de leur tunnel. Mais ils deviennent des icônes mondiales, des héros de la région. Et là, au revoir l'État palestinien, au revoir l'islam des Lumières, au revoir la paix. Un mot de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, qui chez nous a incarné cette complaisance, voire cette complicité envers le Hamas. Vous dites on leur fait bien de l'honneur en les voyant comme des machiavéliens en quête de la martingale permettant de draguer les voix des quartiers. C'est plus profond que ça, à votre avis, qu'un calcul électoral chez eux, désormais? Je crois qu'on fait bien de l'insulte à Machiavel et bien de l'honneur à Mélenchon quand on réduit tout ça à un calcul, parce que quand on a un peu d'oreille, quand on écoute, et la politique c'est ça, c'est une question d'oreille, il y a des choses qui sont dites où la pente est claire, on réentend des mots de la vieille tradition antisémite. On réentend, exemple, vous l'avez commenté ici à cette antenne, quand Mélenchon attaque la présidente de l'Assemblée nationale en lui disant qu'elle ne représente plus le peuple français, ou c'est pas le mot exact, mais le mot exact c'est elle va camper à Tel Aviv. Ça, c'est du Drummond dans le texte. Bernard-Henri Lévy, on vous retrouve lundi pour continuer à parler de solitude d'Israël, mais aussi de l'avenir d'Israël. Merci, bonne journée. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. On vous retrouve en ce lundi pour parler de votre livre « Solitude d'Israël » publié chez Grasset. Je voudrais ce matin m'interroger un peu sur ce qui attend Israël maintenant, sur l'avenir possible pour Israël en repartant de cette tragédie du 7 octobre. Vous dites que le 7 octobre, l'idée même de l'État-refuge a été profondément ébranlée. Vous dites ça dans Actualité juive devant Alexis Lacroix. Est-ce la faute de son gouvernement? Est-ce la faute des autorités? Est-ce la faute de la société israélienne d'avoir eu cette imprévoyance? Je crois la société israélienne, certainement pas. Elle était accaparée par les conflits juridiques constitutionnels, elle manifestait? Elle était accaparée par la vie de la démocratie, elle était accaparée par la vie normale. Et comment aurait-elle pu même imaginer un événement de cette ampleur, de cette nature et de cette nouveauté? Pareil pour les autorités politiques, on peut leur faire tous les reproches qu'on veut, à Netanyahou et à son gouvernement. Et Israël, le peuple israélien ne se prive pas de le faire. Mais il me semble, on verra. Il y aura une enquête. Il y aura des Ils ont commissions allégé d'enquête. le front sud. Elles verront, les commissions d'enquête décideront. Mais je n'irai pas aussi vite en besogne que certains qui disent déjà du haut de je ne sais quelle science que tel ou tel devra terminer devant une cour. Honnêtement, on n'en sait rien. Les responsabilités, il faut d'abord que cette guerre soit gagnée. Et il faut ensuite que les commissions d'enquête travaillent. Alors, il y a peut-être un point sur lequel on peut déjà être d'accord. Peut-être qu'Israël a trop fait confiance à la technologie. Les caméras, le numérique, les boucliers, les dômes de fer, et pas assez à la présence humaine. Sûrement, mais je crois que d'une manière générale, vous savez, il y a très peu d'événements dans le cours du temps. Il y a très peu d'événements
véritablement nouveau, qui ne ressemble à rien de connu, qui ne répète pas quelque chose qu'on a déjà vu. Et un événement de ce genre pouvait avoir toutes les intelligences humaines ou tous les radars que vous voulez, vous ne le voyez pas venir. Vous savez, quand le World Trade Center, les avions sur les tours de New York, c'était là encore tellement nouveau. Inimaginable. Écrit dans aucun scénario que c'était inimaginable. Et que même si un service secret avait eu vent d'un plan fomenté en Malaisie par un certain Khalid Sheikh Mohammed, il ne l'aurait pas cru. Et c'est probablement ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est ce que je dis au début du livre, c'est probablement ce qui s'est passé avec le plan ourdi par Yahya Sinwar et c'est sa bande de gangsters associés. Même en l'ayant devant les yeux, vous dites les démocraties, on les données mais ne concluent pas, elles ne croient pas. C'est vrai après, c'est vrai avant. C'est ce que disait Raymond Aron à Londres à propos de ce que l'on commençait de savoir sur les camps d'extermination. Raymond Aron dit, on entendait, d'une certaine manière, on commençait de savoir, mais on n'arrivait pas à y croire. Et ça, c'est un vrai mécanisme de l'entendement humain. Voir ce que l'on voit. Vous dites un peu plus loin, page 58, Israël n'est pas un pion, mais un point. Alors c'est valable pour l'éternité des temps, c'est valable pour l'avenir aussi. Un point d'où va sortir quelle lumière ? D'où va sortir la lumière, d'où continue de sortir d'ailleurs, y compris dans ce moment-là, la lumière de la démocratie, la lumière du droit. D'un humanisme particulier ? Oui, d'un humanisme particulier. Il y avait un vrai débat au moment de la fondation d'Israël entre deux tendances. Entre la tendance de ceux qui disaient on va faire un État normal comme les autres, pas mieux, pas plus mal, mais ordinaire. Et puis ceux qui disaient quitte à avoir autant attendu, pas seulement 2000 ans, mais quitte à avoir attendu un siècle ou un siècle et demi depuis le début du sionisme. Du grand retour des nations en Europe, du grand risorgimento européen. Depuis 1848. Voilà, et même depuis 1789, le grand mouvement de réveil des nations. Quitte à avoir autant attendu, quitte à être les derniers venus de ce grand mouvement-là, autant faire les choses bien, autant tirer les leçons des erreurs commises par les autres mouvements nationaux, et autant essayer de faire un État un peu exemplaire. C'est cette tendance-là qui l'a emporté, je rappelle ça dans le livre, oui, tout à fait. Dans le sionisme naissant, c'est cette tendance-là qui l'a emporté. Mais qui n'a pas empêché les guerres avec les voisins, comme les nations du 19e siècle en Europe. Oui, mais qui a empêché autre chose. Ça n'a pas empêché les guerres, parce que quand quelqu'un vous fait la guerre et la décide contre vous, vous êtes bien obligé de la faire. Mais ça a empêché autre chose. Cet état d'esprit que je vous décris, ce sionisme si particulier, ça a empêché de céder à la culture de la guerre. C'est-à-dire que, au fond, la tentation est grande, aurait pu être grande quand on est Israël, c'est-à-dire quand on vit 75 ans en état de guerre, quand les guerres se succèdent les unes après les autres. La tentation est grande de devenir Sparte, une sorte d'État en armes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et moi, ce qui me frappe, je connais bien Israël, j'y vais depuis 1967, c'est que plutôt qu'une nation de Spartiates, c'est une nation de Cincinnatus. Cincinnatus, c'est ce héros de l'histoire romaine ancienne. Qui quitte sa charrue pour reprendre les armes. Et qui quitte les armes pour retourner à sa charrue. Israël, c'est ça. C'est pas Léonidas, c'est Cincinnatus. Certains vous diraient que justement 67, c'est une spartiatisation partielle d'Israël. Non, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que les Israéliens n'ont cessé, y compris là, ces dernières années où les guerres se sont succédées, de revenir à leur charrue. Et j'en ai rencontré, vous savez, après le 7 octobre, dans les jours qui ont suivi, puisque je me trouvais en Israël, j'y suis allé, j'en ai rencontré des vieux généraux qui étaient retournés à leur charrue, ou à leur laboratoire quand c'était des savants, ou à leur start-up quand c'était des entrepreneurs dont ils étaient les senior advisors. Je les ai vus reprendre du service pour quelques jours, pour aller prêter main forte, pour aller secourir un fils au kibbutz de Kfar Aza ou de Be'eri, et puis retourner à leur jardin. Ça, c'est Israël. C'est pas une culture de guerre. L'évidence de la nation, l'évidence de cet État suscite quand même des doutes encore. Vous évoquez, page 114, un passage, un dialogue entre deux partisans de cet État. Mais il y en a un qui s'interroge. Est-ce que l'hébreu, en passant de langue sacrée à langue de commerce, ne s'est pas banalisé, ne s'est pas renié? Oui, c'est le dialogue entre Gershom Scholem et Franz Rosenzweig.
qui est un des grands débats. Scholem disait que c'était la dispute qui l'avait le plus bouleversé dans sa vie, qui avait laissé des traces les plus irréparables dans une amitié. Et c'était ça, c'était chez ceux des Juifs qui avaient des doutes sur la naissance d'Israël, sur la nécessité de faire un État. Il y avait des Juifs qui disaient, est-ce que le génie du judaïsme convient à la conception politique du monde? Est-ce que ça va... Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas toujours été, depuis Gédéon, depuis le roi Shaoul, est-ce qu'on n'a pas été, au fond, des mauvais politiques? Ce débat-là existait. Mais, vous savez, il y a un événement qui a mis tout le monde d'accord, y compris s'il avait vécu Rosenzweig, ça l'aurait mis d'accord aussi, c'est la Shoah. Là, ce summum de la persécution pour le plus vieux peuple persécuté du monde, ça a imposé l'exigence, la nécessité d'Israël. Et aujourd'hui, quand on voit le monde tel qu'il est ce que cette existence d'Israël, et je vous provoque un peu, ne lui apporte pas plus de tourments et de malédictions que de force? Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, c'est comme dans les familles, quand les enfants deviennent un peu les protecteurs de leurs parents, fragilisés. Il y a quelque chose de cela. Il y a chez les Juifs de la diaspora un devoir aujourd'hui de protéger l'État qui devait les protéger. C'est vrai. Nous sommes nombreux dans la diaspora à penser ainsi. Israël devait nous protéger. C'est paradoxalement à nous aujourd'hui de venir un peu, quand on peut, à son secours. C'est eux qui se battent, cela dit. Oui, mais il faut réparer la forteresse en permanence. Il faut réparer la forteresse. Néanmoins, je pense que cet événement a renforcé encore, s'il en était besoin, l'idée que les Juifs ne sont en sécurité nulle part et qu'un État, avec une armée, qui aura tiré les leçons de cette immense défaillance de sécurité, c'est un impératif. En sécurité nulle part, mais au moins quelque part être là. Oui. Et demain, 2 États, vous y croyez encore, dites-vous, mais commence à surgir l'idée d'un État binational, par exemple. Fantasmagorie? Un État binational, quoi? Où les Juifs seraient des dhimmis, seraient des invités ou des citoyens de seconde zone. C'est un autre piège, ça. C'est un piège effroyable et il n'en est évidemment pas question. Donc 2 États. Donc 2 États, mais avec un autre piège aussi. 2 États à une condition, c'est que le deuxième État, l'État palestinien, soit débarrassé, soit délivré de l'hypothèque terrible, y compris pour les Palestiniens, que représente le Hamas, ou tout ce qui ressemble au Hamas. Ça, c'est le préalable, que les Palestiniens ne soient plus sous la coupe des mouvements terroristes. Le deuxième point, la deuxième condition, vous le dites d'ailleurs, c'est de démanteler en Judée-Samarie nombre d'implantations. Premier préalable déjà, c'est que les Palestiniens se réveillent, qu'ils sortent de ce somnamboulisme. Qu'on les libère. Qu'on les libère de ce somnambulisme ou de mauvais bergers, dans lequel de mauvais bergers les ont plongés. Donc Hamas, et avant le Hamas, Yasser Arafat, qui avait tout de même refusé un certain nombre de plans de paix qui étaient des plans honnêtes. Donc ça, première condition. Deuxième condition, bien sûr, que quand il y aura partage de la terre, conformément à ce qui avait été décidé en 1947 et que les États arabes ont refusé, oui, il faudra démanteler les implantations de Cisjordanie. Pour la première condition, vous connaissez des leaders possibles dans le monde palestinien pour les sortir du somnambulisme? J'en ai connu dans les années, au début des années 2000. J'ai eu un vrai moment d'espoir. J'ai fait plusieurs séjours. J'ai fait une conférence à Ramallah, par exemple. Je me rappelle à Birzeit, l'université où Lionel Jospin avait été caillassé. Et je me rappelle qu'il y avait là des Palestiniens courageux, lucides, qui savaient qu'il fallait renoncer à cette fiction du droit au retour, etc. Aujourd'hui, ils ont été débordés, ils ont été balayés. Au moment du plan de Genève, dont j'étais l'un des partisans et l'un des parrains, le plan de Genève, il y avait des Israéliens, Yossi Bélin, il y avait des Palestiniens,
Je me souviens, Yasser Abdel-Rabo, je les avais reçus tous les deux, on avait eu des longues discussions. Yasser Abdel-Rabo, il faisait partie de ceux qui étaient prêts à la paix, prêts au partage. Où en est-il aujourd'hui dans cette espèce de vacarme et de prise d'otage réalisée par le Hamas? Je ne sais pas. Un tout dernier mot de politique. Vous le dites, hein, Netanyahou a peut-être fait le mandat de trop, sa boussole est perdue, dites-vous. Vous dites dans l'actualité juive, il relève de l'épiphénomène. Il est quand même au cœur du problème. Il devra partir. D'abord, avec son opposant principal, Benny Gantz, parce que c'est quand même ça la réalité, c'est des adversaires politiques, ils doivent gagner la guerre. Ça, Et après première chose. Après, il partira. Vous savez, la société israélienne, elle est, les sondages le disent, elle désavançait cette guerre pour des tas de raisons qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Elle pensait que la page devait être tournée. Bernard-Henri Lévy, Solitude d'Israël chez Grasset. Merci infiniment et bonne journée. Merci Christophe Barbier.